La nouvelle de l'hémicycle du Togo avec le bilan de la session parlementaire de l'année écoulée, les perspectives pour cette année avec honorable Sénat Alipu, il est troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, conseiller spécial du président national de l'UFC, Gilles-Chris Olympio. Honorable, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Alors, nos meilleurs vœux à vous, honorable. Merci beaucoup. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter une année de paix, une année de liberté accrue et une année de prospérité à tous les Togolaises et à tous les Togolais. Que cette année, nous mettions le Togo d'abord, que nous puissions bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble et qu'on puisse faire progresser le Togo sur la voie du développement, de la démocratie et qu'on prépare, on laisse un Togo meilleur aux générations qui vont nous suivre. Alors, un petit retour en 2022, comment a été l'ambiance au Parlement aux dernières heures de la session, de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022? L'ambiance a été comme elle l'est toujours, c'est-à-dire bonne. C'est une ambiance où, à mesure que le temps avance, nous tissons des liens de plus en plus étroits entre les députés de la majorité, de l'opposition et les indépendants. Et donc les travaux se sont clôturés, se sont terminés avec la loi sur les questions militaires. Et donc ça s'est clôturé dans une bonne ambiance. C'est une bonne... Alors, on sait que c'est une bonne ambiance, comme vous l'aviez dit, mais c'était une session budgétaire. Est-ce qu'on peut avoir justement le contenu de cette session, honorable? Absolument. La session n'était pas que budgétaire. On a adopté d'autres projets de loi. On a adopté les ordonnances qu'il y a eu à cause de l'état d'urgence. Et donc, bien entendu, ça a été une session également budgétaire avec un budget en hausse qui maintenant avoisine les 2000 milliards. Nous sommes à 1950 et quelques milliards, dont une bonne partie, la moitié des ressources, 49,6% des ressources vont aux questions sociales. Parce que comme vous le savez, avec l'impact de la Covid et la vie chère et tout le reste, nous avons une situation sociale un peu difficile. Et comme parti d'opposition, nous, notre rôle, c'est de talonner le gouvernement pour qu'il fasse plus et mieux pour les populations. Donc, beaucoup a été fait suite à ces actions-là. Vous avez les 10 mesures prises par le gouvernement au mois de septembre que nous avons eu l'opportunité de commenter. Et vous avez un budget qui est résolument social cette année. Mais pour nous, parti d'opposition, au-delà de tous ces chiffres, il faut maintenant que le panier de la ménagère ressentent ces améliorations-là. Alors nous avons terminé l'année avec un dialogue qui a permis l'augmentation du SMIC, qui est une revendication que nous avons portée tout au long de cette législature. Et c'est l'occasion donc de dire toutes les admirations que nous avons pour le chef de l'État et son gouvernement pour cette ouverture-là, parce que c'était nécessaire d'augmenter le SMIC. Et nous l'avons vu depuis 2018 dans notre projet de société. Nous avions déjà parlé d'augmenter le SMIC à au moins 50 000. Et ça, c'était donc avant la Covid et l'inflation. Maintenant, on est à 52 000. C'est un pas important dans la bonne direction. Nous devons continuer à faire plus et mieux et créer maintenant un environnement encore plus propice à l'entrepreneuriat avec une fiscalité plus allégée pour les PME, pour leur permettre de créer de la richesse, élargir l'assiette fiscale par une transition du secteur informel au secteur formel pour la plupart de toutes ces petites entreprises qui sont à gauche, à droite, pour que tout le monde puisse contribuer à l'effort de génération de ressources et que l'OTR puisse imposer tout le monde de façon plus équitable et que ce ne soit pas un certain nombre, les entreprises qui ont eu le courage de s'inscrire dans le formel, qui soient seules à supporter tout le fardeau fiscal. Donc nous plaidons maintenant, et ça va faire partie de nos priorités pour l'année 2023, pour qu'on procède à l'identification biométrique. Le recensement était une de nos revendications qui a également eu un heureux aboutissement. Donc maintenant, nous voulons l'identification biométrique et il faut vraiment continuer à accélérer les mesures mises en place pour qu'on fasse une transition des entreprises qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Et donc, c'est ensemble qu'on va le faire, comme on l'a toujours fait, et continuer le travail de couloir, le travail de pression constante sur le gouvernement. Et comme vous le voyez, sans manifestation de rue, sans tapage,
on finit par avoir des résultats. Alors, la question du SMIC, ça réjouit tout le monde. Honorable Sénat Lipu, on suppose que cela a été bien mûri. Est-ce que vous pensez que les petites et moyennes entreprises, par exemple, ont les capacités pour pouvoir payer ce SMIC? Alors, lorsque nous parlons d'une fiscalité avec des mesures qu'il faut pour pouvoir accompagner les entreprises, nous disons que oui, les PME, l'augmentation du SMIC, en fait, elle est issue d'un dialogue qu'il y a eu. Donc, c'est-à-dire que bon, le patronat et les autres se sont entendus sur la façon dont ça allait se faire, jusqu'à quel niveau. Et donc, il faut donner un temps aux entreprises de s'adapter. Moi, je me suis battu pour qu'il y ait le SMIC, donc je ne peux pas maintenant dire le contraire et me demander comment les entreprises vont faire. Il y a toujours eu cette période d'adaptation. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut une fiscalité allégée pour les PME, qui sont les pourvoyeuses d'emploi, pour qu'elles puissent supporter ce niveau de salaire. Donc, c'est-à-dire que ce qui paie à l'OTR, d'une façon, baisse parce que plus de gens contribuent. Et si plus de gens contribuent et qui paient moins d'impôts, ils ont plus de ressources pour pouvoir augmenter les revenus, pas seulement des gens qui sont au SMIC, mais même de leurs employés, parce que les Togolais sont parmi les moins bien payés de la sous-région. Ouais. Donc nous sommes en train de régler ce problème-là. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais il y a beaucoup à faire. Nous devons vraiment faire de grandes enjambées sur la voie de la création de richesses et de une répartition plus équitable des richesses créées. Alors, honorable, on a mis sans doute l'accent sur la sécurité au niveau de l'adoption de ce budget. Cet aspect est on ne peut plus crucial aujourd'hui pour le Togo, notre pays qui est attaqué ces derniers temps. Comme vous le savez, la paix n'a pas de prix. La sécurité, donc, n'a pas de prix. Si nous n'avons pas la sécurité qui est assurée, nous ne pouvons rien faire dans ce pays. Donc, ne voyez pas les dépenses en matière de sécurité comme des dépenses. C'est des investissements dans la paix. Il faut que le pays soit en paix pour que les autres activités puissent avoir lieu. Donc, nous avons voté la loi de programmation militaire il y a quelques années, des ajustements qu'il y avait à y faire maintenant. Et nous pensons qu'il faut faire plus pour la défense. Donc, bon, si vous fouillez un peu les interventions que j'ai faites au fil des années, notre action politique tourne autour de 5D. Et dans la priorité, par ordre de priorité, vous avez d'abord la défense, vous avez ensuite les questions de développement, vous avez ensuite les questions de démocratie, vous avez les questions de diplomatie, et enfin les questions de décentralisation. Et je mets entre parenthèses diaspora parce que je ne veux pas ajouter un 6e D, puis un 7e pour durabilité, mais la diaspora est un acteur important qui doit faire partie qui fait partie de nos priorités. Mais au premier rang de nos priorités, vous avez la défense. Donc, il faut un pays en paix, il faut un pays stable. Et je pense que le gouvernement, de ce côté-là, fait du bon boulot. Comme opposition, mes critiques vont porter sur autre chose que la défense, parce que, bon, n'importe quel autre gouvernement à la place de celui-ci ferait à peu près ce qu'ils font, compte tenu des moyens que nous avons. Donc, là, il n'y a pas de critique. On ne va pas faire la politique avec ça. Mais sur les questions de développement, sur les questions de démocratie et les questions de décentralisation, il y a matière à critique, il y a matière à amélioration. Et vous nous verrez sur ces chantiers-là en 2023, sur le dos du gouvernement pour obtenir des avancées. Justement, on va l'exploiter. 2023, année électorale. On va avoir les élections législatives et puis celles régionales. Comment vous vous préparez, honorable Sénat Lipu? Alors, comme député, nous allons retourner sur le terrain, expliquer aux populations qu'est-ce que nous avons fait pour elles pendant ces 5 dernières années. Et maintenant, comme parti politique aussi, puisque le rôle de député, on est député de tout le monde, on n'est pas député d'un parti seul, on sert les populations. Mais comme parti politique, nous avons un certain nombre de devoirs à faire. En ce qui concerne mon parti, notre parti, le parti de la Blodé, l'UFC, nous devons rapidement organiser un congrès pour renouveler le mandat du bureau qui est expiré et nous mettre en ordre de bataille pour pouvoir vendre notre programme, notre projet de société. Nous avons un projet de société qui date de 2018, dont plusieurs points que nous voulions faire si nous étions en majorité ont été exécutés quand même, malgré que nous soyons dans l'opposition. Donc nous allons revoir tout cela, tenir compte du contexte de vie chère, du contexte sécuritaire, de la nécessité de créer de la richesse, des défis que nous avons dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, pour venir avec une offre politique
qui règle ces problèmes-là si nous sommes en majorité. Nous avons des solutions à proposer aux Togolais et le moment venu, nous allons le faire dans une bonne ambiance. Parlant de la session, est-ce que vous pensez que les objectifs assignés à cette session sont-ils atteints? Oui, je dirais qu'il est difficile, comme le disait le président, feu le président et Adema paix à son âme, il est difficile de danser et de s'apprécier à la fois. Bon, vous voyez que depuis 2005 jusqu'à maintenant, le budget est littéralement multiplié par 10, le budget du Togo. En 2005, le budget tourne autour de 240-250 milliards. Nous sommes en 1957, je crois, 1950. Donc, bon, il y a une progression nette, indiscutable. Maintenant, moi, mon objectif comme homme politique, comme militant de l'opposition, qui donc sert de contre-pouvoir, c'est de continuer à exercer des pressions pour que maintenant cette amélioration dans les chiffres se traduise par une amélioration dans le panier de la ménagère. Que la dame qui vend des beignets au bord de la route, si en fin de mois, après avoir déduit ce que ça lui coûte d'être dans les affaires, il lui reste un profit de 10 000, que ça soit peut-être 15 000, et que parce qu'elle a des enfants, l'État augmente les allocations familiales, et que ce 15 000 soit bonifié de peut-être d'un autre 5 000, qu'elle se retrouve avec un revenu disponible qui tourne autour de 20-25 000, pour qu'elle sente que l'effort qu'elle est en train de faire a un sens, et qu'elle puisse aussi faire face à l'inflation qu'il y a dans le pays et à la vie chère. Donc vraiment, notre rôle maintenant, c'est de nous battre pour améliorer le panier de la ménagère. Et c'est sur ce chantier-là que vous allez nous voir, c'est sur ce chantier que nous allons talonner le gouvernement, nous allons le pousser et nous allons faire des propositions alternatives. Pour que si les gens estiment que nos propositions sont plus valables et décident de voter pour nous, nous puissions les mettre en œuvre. Alors, s'il vous est demandé, honorable, de comparer la session de 2021 à celle de 2022, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dirais que cette session de 2022 a été plus productive dans le sens qu'on était plus dégagé aussi. On a travaillé dans des conditions moins difficiles que les conditions dans lesquelles nous opérions dans la période Covid. Et aussi, il faut dire que cette année 2022 est une année qui marque une reprise incontestable de la diplomatie parlementaire. Presque tous les groupes qui sont au Parlement, les missions au Parlement de la CEDEAO, les missions au Parlement de l'Union africaine, ACPUE, tout le monde a pu faire rayonner le Togo. À ce niveau-là, on a pu nous déplacer pour vendre le Togo, vendre l'image du Togo et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut attirer comme expertise, qu'est-ce qu'on peut attirer comme investissement et qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre pays les efforts que nous faisons à l'interne soient connus et que les réalisations que nous avons ici soient des expériences dont les autres peuvent s'inspirer pour arranger les choses chez eux également. Donc, c'est la grande différence avec l'année précédente. C'est-à-dire que d'une part, nous avons repris nos activités de façon nous avons été plus productifs cette année et la diplomatie parlementaire a repris ses droits après la période post-Covid. Nous avons également été plus sur le terrain avec d'abord 2 sessions délocalisées qui sont des choses qui sont inédites. Nous avons une première session au mois de mars à Kara où nous avons divisé le pays en régions tout ça va servir de base pour la préparation des élections régionales. Et nous avons également une deuxième session à Kara en septembre. Donc c'est une session de la décentralisation aussi. Une année de la décentralisation, excusez-moi le lapsus, si je peux le dire. Donc ça aussi, c'est une grande différence par rapport à l'année précédente. Sinon, en dehors de ça, comme vous le voyez, la présidente de notre Assemblée est une femme qui gère le Parlement d'une main de mer. Et il y a beaucoup d'autres compétences qui s'expriment, que ce soit au plan sous-régional, continental. Nous avons des femmes qui dirigent nos délégations, que ce soit à la CEDEAO, à l'Union africaine. C'est des gens compétents, c'est des gens qui donc nous permettent de faire la promotion de la femme à cette échelle-là, en dehors du fait que nous avons une femme qui est Premier ministre et que nous avons une femme qui est présidente de l'Assemblée. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui diffèrent des autres assemblées, qui distinguent cette année de l'année précédente. Parce que cette année, on a été beaucoup plus productif et plus actif. Excusez-moi, j'ai été un peu long sur cette question-là. Ah ouais, et puisque vous avez fait le crochet, on va l'exploiter également. La vice-présidente gabonaise aujourd'hui est une dame, Madame Rose Christiane. Pour certaines analyses que j'ai eu à recevoir, c'était justement hier, ils disent que le président Ali Bongo Ondimba s'est inspiré du président Faure Gnassingbé. Absolument. Vous savez,
Nous, comme opposition, notre travail, c'est de critiquer le parti au pouvoir, ce qui est de bonne guerre. Mais le soir, quand on rentre chez nous, nous sommes capables quand même d'être objectifs, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous nous portons mieux que beaucoup d'autres personnes. Mais mon travail, ce n'est pas de chanter les louanges de ce régime, c'est de plutôt relever les insuffisances et de dire que je peux faire mieux, de façon à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire plus et mieux pour la population. Donc, en gros, nous avançons. Mais nous n'avançons pas encore à la vitesse à laquelle je souhaiterais voir le Togo avancer pour qu'il devienne l'or de l'humanité, pour que les Togolais soient encore plus heureux qu'ils ne le sont, qu'ils aient envie de rester, qu'il y ait moins de gens qui aient envie de s'expatrier, que la vie soit moins difficile ici qu'ailleurs. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un combat et je pense que le principal obstacle auquel, comme politicien, je peux dire que nous faisons face au bout d'un mandat, c'est le changement des mentalités dont nous avons besoin et qui est le principal frein à notre développement sur tous les plans. Mais donnons-nous le temps, nous avons encore le temps, c'est un travail de longue haleine de continuer à travailler ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble. Alors, honorable, le seul pas qui est posé aujourd'hui, est-ce que vous le ressentez quand vous parcourez le Togo? Je sais que vous êtes très accroché à votre base électorale. D'ailleurs, vous êtes l'un des députés à l'Assemblée nationale qui retourne souvent à la base électorale. Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que vous avez des retours des Togolais? Parce qu'ils sont plus concernés. Les retours que nous avons sont des retours plutôt relatifs à la vie chère. Si je devais nommer une préoccupation numéro 1 qui me revient, c'est la vie chère. Les gens nous appellent, ils n'ont pas d'argent, ils ont des factures d'hôpital, ils ont l'école des enfants à payer, il n'y a pas d'emploi, est-ce qu'on peut les aider à avoir un travail? Est-ce qu'on peut les aider à acheter un peu de nourriture? Donc ce sont ces retours-là qui nous permettent d'ajuster notre vision et notre offre politique et d'orienter aussi nos critiques. Alors c'est l'occasion de le dire, si vous avez le temps, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou Instagram, Sénat Alipuy ou Alipuy Sénat, ou sur mon site web www.alipuy.com. Il va être mis à jour le site web d'ici la fin du mois. Vous aurez tout ce que nous avons fait jusque-là. Mais pour la page Facebook et Instagram, j'ai lancé une sorte de concours où, à la fin du mois de janvier, le gagnant du concours aura 50 000. C'est très simple. Il suffit d'aller sur la page et dans les commentaires, vous dites quelles sont vos 5 priorités pour l'année 2023. Et le 31 janvier, vers 15 h, des personnes choisies vont faire un tirage au sort parmi le nom des gens qui ont fait les commentaires. Et ceux qui ont pu lister 5 de leurs priorités, il y aura un heureux gagnant qui va gagner 50 000. Tout cela encore, c'est pour avoir le feedback des populations. Parce que nous n'arrivons pas avec des solutions à des problèmes que nous imaginons. Nos solutions doivent être tailored, nos solutions doivent répondre à des problèmes réels qui viennent de la base. Et donc pour nous maintenant, c'est la vie chère, la priorité. C'est pour ça que nous allons travailler. Nous allons continuer à accompagner le processus de décentralisation pour qu'il fonctionne mieux. Il y a d'autres priorités, la sécurité routière, avec toutes ces personnes qui meurent sur les routes, ces émigrants et tout le reste. Il faut qu'il y ait un peu plus de discipline. Il faut voir, peut-être, on parlait d'un permis pour les motos. Je me dis, mais si vous pouvez acheter une moto à 400 000, qu'est-ce qui vous en coûte de payer 17 000 francs de plus pour la faire assurer? Donc ce sont des choses c'est des changements de mentalité. Ce n'est pas avec le bâton, c'est avec la discussion, la communication qu'on va y arriver. Mais ça doit être fait maintenant. Vous avez toutes ces voies secondaires qu'il faut construire dans le pays. Vous avez quelques grands axes qui ont été faits. Vous savez qu'entre 2010 et 2018, tant où notre parti était au gouvernement, plus de 11 000 kilomètres ont été faits en termes de routes, de pistes, de refaites et tout. Mais maintenant que ces grands axes-là sont faits, il faut faire toutes les rues, les rues secondaires dans les villes, dans les différentes villes, notamment la capitale, qui est une vitrine de notre pays. Quand on vient à Lomé, on ne doit plus circuler sur des rues en sable. Alors, honorable, vous particulièrement, est-ce que vous avez eu à faire une proposition de loi lors de la session parlementaire écoulée? Nous n'avons pas encore introduit de nouvelles propositions de loi parce que celle que nous avions introduite il y a un peu plus d'1 an, par le biais de l'honorable Gaëtan Aoumezounou, n'a pas encore connu un heureux aboutissement. Donc, on va essayer d'avaler ce qu'on a dans la bouche d'abord avant de proposer autre chose. Nous avons, en regardant notre projet de société, les points qui n'ont pas encore trouvé satisfaction.
On peut rebondir sur ces points en faisant des propositions de loi, mais nous n'en sommes pas encore là. On va essayer de pousser dans ces 6 premiers mois pour que la proposition de loi que nous avions déjà déposée puisse passer. Et si elle est passée là et que ça fait partie des priorités, parce qu'on fonctionne par priorité, hein, donc ce n'est pas une critique, c'est une façon de dire que ce que nous avons proposé jusqu'à présent n'est pas encore perçu comme urgent, important ou urgent en tout cas. On a traité beaucoup d'urgences, donc on n'en ajoute pas. On essaie d'avaler ce qu'on a dans la bouche avant de mettre autre chose de plus. Alors, tout est priorité, vous l'aviez dit, mais selon vous, quelle est la loi sur laquelle on peut mettre plus de sensibilisation, plus de priorité aujourd'hui dans votre pays? Écoutez, tout ce que nous avons fait, c'est un travail de structuration. Donc tout est important. Ce sont des founding blocks, c'est des piliers que nous avons posés qui vont servir de fondation à la démocratie que nous voulons continuer à bâtir. C'est des piliers qui vont servir au développement. Donc, c'est-à-dire que où est-ce qu'on est en ce moment, nous vulgarisons ce que nous faisons au fur et à mesure parce que tout est important. Bon, maintenant, si je me réfère toujours aux 5D, c'est-à-dire défense, développement, démocratie, diplomatie et décentralisation, la question de décentralisation est importante. Tout ce que nous avons fait touchant la décentralisation est importante parce que ça touche directement les populations. Il y a les mairies qui essaient d'imposer des taxes et essaient de prendre de l'argent chez les gens. Est-ce qu'ils le font dans le cadre de la loi ou bien il y a des gens qui débordent? C'est des choses, il faut expliquer ces lois-là aux populations pour que les gens comprennent qu'ils ont des devoirs et qu'ils ont aussi des droits. De façon à ce que ceux qui ont le droit de taxer n'en abusent pas parce que profitant de l'ignorance des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est des choses sur lesquelles il y a eu on est allé tellement vite. Si vous comparez notre législature avec la législature précédente, pas pour dire que nous sommes meilleurs ou pires que les autres. Hein. En termes de volume, nous avons fourni un travail beaucoup plus important que la législature passée et même celle d'avant. On a beaucoup travaillé. Le travail de digestion maintenant va se faire. On a raccourci nos vacances parlementaires. Donc avant, on avait 3-4 mois pour retourner à la base, expliquer ce qu'on fait aux gens. Maintenant, on n'a plus que 2 mois de vacances, fois 2. Donc on a moins de temps pour retourner expliquer. C'est pourquoi on utilise les médias pour pouvoir toucher un plus grand nombre plus facilement. Mais les questions qui touchent la décentralisation sont celles qui doivent être vulgarisées le plus rapidement possible pour que tout le monde respecte la loi et que les choses se fassent dans les règles de l'art. En 2023, justement nous sommes en 2023, honorable Sénat à l'UPU, les perspectives d'avenir au sein de l'hémicycle? Notre hémicycle est bien structuré. Vous avez une majorité claire, vous avez des indépendants et vous avez l'opposition parlementaire qui est plurielle. Et nous allons continuer à essayer, malgré la période électorale qui s'annonce, de continuer à servir les Togolais dans le calme, dans un climat apaisé et à continuer à travailler en bonne intelligence, en mettant le Togo d'abord. S'il y a des questions politiques qui arrivent, on débat, on s'oppose sur ces idées-là. Donc c'est des débats d'idées, pas de personnes. On débat, on se retrouve pour avoir un consensus et on avance. C'est ce que nous avons fait jusque-là. Ça nous a permis de limiter le mandat présidentiel à 2, d'avoir 2 tours aux élections. Ça nous a permis de finaliser le processus en tout cas le volet loi qui a permis la décentralisation, donc les élections locales. Ça nous a permis, Dieu merci, de voter la loi de programmation militaire 2-3 ans avant que les questions de terrorisme ne se posent. Donc, tout ça pour vous dire que quand on travaille ensemble, on n'a pas besoin d'être les mêmes. Nous sommes à Blodé, les autres sont UNIR, les autres sont indépendants, les autres sont nets, les autres sont ce qu'ils sont. Différentes identités qui cohabitent ensemble, qui se parlent. Les extrêmes ne sont pas celles qui doivent l'emporter. C'est les modérés, le centre, les points de consensus, les points d'accord. C'est ça que nous devons continuer à bâtir. Et nous le faisons déjà. Je souhaite que le prochain Parlement ait une configuration qui permette plus aux modérés de constituer la majorité. Et les extrêmes aussi sont importants.
mais que ce ne soit pas les extrêmes qui dominent et clivent le débat et nous fassent perdre du temps. Que ce qui nous rapproche soit plus fort que ce qui nous divise. Alors, les nouvelles de votre parti récemment, Oui. les cadres et les militants ont rendu hommage à l'ancien président Sylvanus Olympio. Ah oui. Oui, c'était lors d'une conférence de presse que New World TV a eu à couvrir. On a vu devant l'ancien ministre Elliott Ohen, vous n'étiez pas au pays, Oui, mais on suppose que de l'un, vous étiez de cœur avec ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais à Paris il y a quelques semaines avec le président, je suis rentré il y a 2 jours. On est jeudi aujourd'hui, oui, je suis rentré il y a 2 jours. Donc j'étais absent pendant tout ce temps, mais ce n'est pas une activité que l'UFC a organisée. Sinon, je serais au courant, puisque nous avons un bureau directeur. Bon, peut-être c'est une initiative de quelques membres du parti qui se sont mis avec un membre qui est suspendu. Je vous rappelle que M. Ohin est suspendu pour détournement de fonds. L'article 45 de notre statut. Et ça continue toujours? Non, ce n'est pas une querelle. Il faut qu'on se comprenne. Nous avons un blocage institutionnel. C'est-à-dire que comme tout parti politique, tous les 3 ans, nous devons faire un congrès. M. Ohin a été élu en 2010. Son mandat est fini depuis 2013. Nous sommes en 2023. Que fait-il à la tête comme vice-président du parti sans congrès? Si on vous confie le pays, vous n'allez pas faire d'élection. Donc ce n'est pas un problème de M. Ohin qu'il y a. C'est un problème institutionnel. Nous sommes un parti qui n'a pas tenu de congrès depuis 13 ans. C'est anormal. C'est ce problème que moi je veux régler. Nous avons commencé à accumuler des fonds pour pouvoir faire le congrès, payer les délégués dans les bureaux de vote qui nous ont accompagnés, puisque nous retournons aux élections bientôt. Nous avons accumulé une certaine quantité d'argent pour qu'on ne se retrouve pas désargenté en période électorale. Et ces fonds-là, par des manœuvres frauduleuses, ont été détournés. Ce n'est pas moi qui le dis, vous savez, et je vais terminer dessus, je ne veux pas perdre du temps sur ça. L'article 45 de nos statuts est très clair. Même M. Olympio, qui est le tout-puissant président de ce parti, ne peut pas ouvrir un compte bancaire au nom du parti. Il n'y a que la trésorière qui peut ouvrir un compte bancaire au nom du parti. Alors, ni les vice-présidents, ni moi, conseiller spéciaux, il n'y a personne. Alors, qu'on me dise que non seulement un vice-président avec un monsieur de plus de 85 ans, qui est son ami, soit allé ouvrir un compte au nom du parti, ça, c'est une faute. Qu'on découvre, documents à l'appui, qu'ils ont falsifié des documents, pour prendre 14 millions dans nos comptes, alors que la limite de transaction est d'1 million, d'une part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer plus d'1 million sans l'autorisation de M. Olympio lui-même. Ils ont falsifié l'autorisation pour pouvoir prendre plus qu'1 million à son insu. Donc c'est ce que c'est. Moi, je ne vais pas les qualifier. Ouais. Ils ont pris cet argent-là pour des raisons qui sont leurs raisons et qui les concernent. Nous avons découvert le poteau rose. Et nous avons essayé de régler ça à l'interne pour ne pas les bruiter, puisque c'est un problème de mauvaise gouvernance. Nous l'avons demandé, il ne peut pas nous donner d'explication. Nous l'avons suspendu. Il a décidé de porter l'affaire en justice. Ils vont en justice, mais nous, le problème de fond, ce n'est pas ça. Il faut un congrès. Et nous travaillons donc dans ce sens pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y ait un congrès. Monsieur Olympio rentre bientôt et nous avons bon espoir que nous allons obtenir de lui la convocation d'un congrès. On attend ce congrès. On sait que l'objectif, c'est l'objectif de l'UFC, j'allais dire, c'est être plus représenté au niveau de l'hémicycle et à tous les niveaux. Alors, honorable Sénat Alipu, ces petits soucis vont passer parce que c'est bientôt les élections législatives et régionales. Vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis le plus désolé de cette situation. Parce que ça fait 5 ans. Nous n'utilisons pas les fonds du parti. Nous sommes en train de les accumuler. Justement parce que nous savons que nous irons aux élections. Nous devons payer des choses à des gens à qui nous devons cet argent. L'État nous a remboursé. Nous nous sommes préparés. Vous nous avez vu ces 5 dernières années. Nous sommes sur le terrain en train de battre campagne, année après année. Et à 1 an de l'échéance, on détourne nos fonds, on crée une crise, on veut nous emmener au tribunal. C'est de la mauvaise publicité. C'est comme si je ne peux pas être à la base de choses comme ça. C'est comme si on travaillait pour ensuite le multiplier par 0. C'est du sabotage. Mais il y a un Dieu qui existe et nous lui faisons confiance et nous pensons que ces problèmes-là vont être réglés rapidement. Donc il n'y a pas de problème personnel. Nous n'avons rien à nous disputer personnellement, mais vous n'avez pas le droit de prendre ce qui n'est pas à vous. Oui, c'est clair. Le temps est contre nous. On espère vous revoir, honorable Sénat Alipu, pour
amplement parlé de votre parti politique et surtout des préparatifs pour ces élections régionales et législatives qui s'annoncent au Togo. Merci infini à vous, honorable. Merci. J'aimerais pouvoir revenir, pas pour parler de mon parti, puisque le linge sale se lave en famille. J'aimerais revenir pour vous parler de la vision 2050 de la CEDEAO pour l'agenda 2063 de l'Union africaine, puisque nous sommes au Parlement de l'Union africaine, au Parlement de la CEDEAO, il y a des enjeux qui intéressent les populations. Vous dire comment on peut faire pour que la vie vous coûte moins cher au Togo, comment on peut améliorer votre vie. C'est ça qui est intéressant. Les histoires avec des vieux cadres amortis n'intéressent pas les Togolais. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans ces affaires-là. Mais bon, on aura l'occasion de parler de ce que vous voulez. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. World TV est ouverte à vous, honorable Sénat Alipu. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, conseiller spécial du président de l'UFC, Gilles-Christ Olympio. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.